Je souhaite aborder avec toi un sujet douloureux. En 2008, tu as perdu brutalement tes deux petites filles. Où as-tu trouvé la force pour surmonter cette épreuve? Ce chagrin, cette douleur, pour moi, s'est transformé effectivement en cancer du sein. Et le sein, c'est la maternité, c'est la mère, c'est celle qui allait aussi. Et quand ça sort, je me dis, enfin, tu as trouvé une manière d'extérioriser cette douleur et d'extérioriser ce chagrin. Entre confidence et écoute bienveillante, mes invités viennent telles qu'elles sont. Et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle Quelle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. La vie nous confronte parfois à de douloureuses épreuves. Le décès de ses enfants, la maladie. Pour ce nouvel épisode, nous recevons une femme avec une résilience hors du commun. Nathalie Chilan est l'invitée de Telle Quelle. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline. Est-ce que tu es confortablement installée? Ça va? Très Tu es bien à ton installée, aise? à mon aise, beau cadre, donc très bien. Oui, on est un peu comme à la maison, on est au salon. Exactement, comme à la maison. Alors, bienvenue chez Telle Quelle. Merci d'avoir accepté cette invitation intimiste. Je sais qu'il n'est pas évident d'oser se dévoiler, donc je voulais tout d'abord déjà te remercier de partager un petit bout de toi avec nous ce soir. Alors Nathalie, quel est cet objet mystère que tu nous as ramené, auquel tu tiens et pourquoi tu as choisi cet objet? Alors, mon objet mystère est un petit bus. Oh, il est magnifique! Un petit bus qu'une collègue à moi avait, que j'ai vu un jour sur son bureau. Et ce petit bus a symbolisé un projet que j'ai depuis plusieurs années, d'avoir ce que j'ai appelé une MATT mobile, donc un véhicule aménagé pour pouvoir sensibiliser et faire de la prévention sur la thématique du cancer du sein, puisque j'ai eu un cancer du sein en 2013. Et donc voilà, ce bus, pour moi, il a tout de suite symbolisé ce projet. Alors, il n'est pas comme cela, il est terminé. Mais voilà, c'est un objet qu'elle m'a laissé d'ailleurs, qu'elle m'a offert, et que je chéris et voilà, que j'aime beaucoup. Très bien. Eh bien, écoute, pose ce charmant petit bus juste ici. Nathalie, je souhaite aborder avec toi un sujet douloureux qui fait partie de ton histoire avec beaucoup de respect et de bienveillance. Il y a quelques années, il y a 13 ans, Oui. donc en 2008, tu as perdu brutalement tes deux petites filles. On sait que ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses de voir partir ses enfants. Où as-tu trouvé la force pour surmonter cette épreuve? Alors la force, c'est surtout, je pense en premier dans l'amour que j'avais pour mes filles, qui sont décédées à 5 et 3 ans. Donc mon temps de maman a été très court, mais je pense que j'ai beaucoup puisé dans l'amour que j'avais pour elles. Et c'est vrai qu'on faisait plein de choses ensemble, c'était très 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 fusionnel. Donc j'ai puisé beaucoup dans ça. Et puis j'ai puisé dans l'envie de continuer et de ne pas partir les rejoindre. C'est surtout ça. À un instant, dans mon esprit, je me suis dit, mais si tu ne maîtrises pas les choses, si tu ne reprends pas les commandes de ce qui est en train de t'arriver, tu suivras le même chemin aussi. Donc, ce qui voulait dire que j'aurais pu effectivement me suicider. Donc voilà, j'ai eu cette présence d'esprit de maîtriser les choses, de poser des actes qui m'ont permis de rester debout et de continuer. Donc voilà, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'amour. J'ai puisé aussi beaucoup dans le soutien de ma famille, beaucoup dans le soutien aussi de mes amis. Donc tout ça a fait que ça m'a porté, que je suis encore là aujourd'hui. Et justement, tu as indiqué que tu as été dans la maîtrise des choses, dans une gestion rationnelle, quasiment tout de suite après le départ de tes filles. Mm-hmm. On a du mal à l'imaginer. On a compris que c'était pour ne pas sombrer. Mais après un tel choc, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette présence d'esprit?
Je pense que c'est l'instinct de survie. Alors bon, il y a plein de personnes qui vivent d'autres choses, hein. Moi, c'était la perte de mes filles. On a des personnes qui vivent des moments très difficiles parce qu'un divorce arrive et qu'on n'a jamais imaginé qu'on va se séparer de son mari ou de sa femme. D'autres personnes, c'est un travail qu'on perd ou un accident. Je pense à Michael Gouassid, par exemple. Donc, il y a dans le parcours de vie, on peut avoir des choses très, très, très difficiles à vivre. Chacun, j'ai envie de dire, réagit avec les armes qu'il a en lui. Je pense que j'avais en moi cette envie de ne pas me laisser submerger par cette bombe d'Hiroshima, j'ai envie de dire, cette chose que je n'aurais jamais imaginée dans ma vie qui puisse m'arriver. Et d'ailleurs, tu le dis bien, c'est pas dans l'ordre des choses. On peut penser que dans la vie, il puisse nous arriver des coups durs, mais on ne pense pas forcément à ce genre de choses. J'ai perdu les deux en plus. Ouais. Donc du coup, je pense que voilà, j'ai dans ce moment-là, et Dieu merci, essayé vraiment de me dire non, il faut que tu puisses survivre à ça, il faut que tu puisses surmonter ça si tu veux continuer à vivre. Le choix, c'était partir ou vivre, ou continuer à vivre? Alors, oui, c'était partir ou continuer à vivre, mais c'était aussi peut-être tout simplement devenir folle. La folie, ça pouvait être la folie, être complètement déconnecté de la réalité et puis ne plus être moi-même. Et je pense que ce qui m'a beaucoup fait peur, c'est face à une telle chose, c'est vraiment de m'écrouler, de m'effondrer, de perdre pied et de devenir folle. Souvent, je le disais à l'époque, j'ai peur que ça me submerge tellement que je ne puisse plus être moi-même. Et donc, encore une fois, tout de suite, j'ai voulu maîtriser les choses. Voilà. Il fallait que je sois dans l'action, il fallait que je fasse des choses pour pouvoir continuer à être dans la réalité et ne pas passer de l'autre côté. Ouais. Et par rapport à ce que tu évoquais au début, quand tu disais qu'il y avait plein de personnes qui passaient des épreuves très douloureuses, ça pouvait être un divorce, une maladie, la perte d'un emploi, voilà. Un licenciement. Et qu'on puisse ressentir parfois peut-être exactement peut-être la même douleur ou la même intensité de douleur que toi tu as ressenti lorsque tu as perdu tes filles. Il n'y a pas de graduation en fait. Pour moi non. C'est vrai que quand je raconte mon histoire ou quand les gens sont au courant, ils se disent mais comment on peut survivre à ça? Mais il y a des gens qui vivent des choses qui sont aussi difficiles. Je pense que chacun a un vécu différent et de la même manière que on peut se suicider parce que votre femme vous a quitté ou votre mari vous a quitté, ou des gens qui font faillite pour une entreprise. Ça existe aussi, des gens qui se suicident pour ça. La douleur, elle est intense. Et les personnes ressentent ça en leur fond intérieur comme quelque chose qui les dévaste. Donc du coup, moi, je ne fais pas de comparaison ni dans la douleur, ni de graduation. Chacun vit son moment avec ses propres moyens, avec ce qu'il a dans son cœur. D'autres sont en dépression, d'autres arrivent à surmonter. Tout le monde n'a pas la même réaction. Alors, on a compris un peu ce qui t'a aidé dans cette épreuve. Quel a été ton processus de résilience? Est-ce que tu t'es fait accompagner par des professionnels dans le cadre de thérapie? Alors oui, j'ai été accompagnée par un psychiatre. Alors c'était pas volontaire, d'ailleurs, c'est pas venu de moi-même, c'est quelqu'un qui m'a conseillé. C'est le docteur Alex Boutilus, donc je peux le dire. Et donc du coup, effectivement, j'ai suivi une thérapie avec lui, qui était une thérapie à la demande. Donc quand j'avais envie d'aller le voir, j'allais le voir. Quand j'avais ce sentiment que j'avais besoin d'évacuer des choses, que j'avais besoin de parler, donc il m'écoutait. Et ça m'a fait énormément de bien. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'était justement à la demande. J'avais pas ce sentiment qu'il fallait à tout prix faire une thérapie de manière régulière. C'est quand j'avais un trop-plein, j'ai envie de dire, quand le chagrin remontait et me submergeait, je savais que je pouvais aller le voir et que je pouvais effectivement m'épancher et dire ce qui n'allait pas. Mais ça ne m'empêchait pas de retourner après à ma vie et de continuer à essayer de maintenir ce qui pouvait encore l'être. Cet accompagnement t'a vraiment aidé
dans ton processus de Oui, résilience? c'est un accompagnement qui m'a vraiment aidée. Et ce qui m'a aidée aussi, c'est qu'à l'époque, je changeais de travail. Et donc, je me suis jetée aussi à corps perdu dans mon nouveau poste. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, la famille, bien sûr, les amis qui ont beaucoup épaulé à ce moment-là. Oui, parce que justement, je me disais que quand on est maman de petites filles, ça prend du temps dans une vie, quand on a 2 enfants. Et c'est sûr que ça prend de la place. du jour au lendemain, il faut combler le vide. Il y a un vide. Il y a un vide, il faut combler le vide. Elles étaient à l'école, donc il faut, le matin, il n'y a plus personne à coiffer, il n'y a plus personne à baigner, il n'y a plus de petit déjeuner à faire, il n'y a plus de sac à préparer la veille. Donc il faut petit à petit aménager son temps et trouver d'autres choses à faire, ce qui n'est pas du tout facile. Mais ça, bon, après, travail, notamment parce que tu étais en transition en même Voilà, moment. c'est le travail. Donc c'est le travail tout le temps. C'est combler le temps vide et s'occuper. S'occuper. Et je crois que jusqu'à maintenant, je m'occupe. Du temps est passé, mais il y a toujours ce réflexe de ne pas rester posé, peut-être pour ne pas être amené à réfléchir, en fait. Oui. Mais ça me va bien. Ça te va bien? Oui, je pense. On dit qu'il n'y a rien que la nature humaine ne puisse pas surmonter, même l'impensable. Effectivement, on a du mal à l'imaginer tant qu'on n'est pas au pied du mur. Est-ce que tu as conscience de cette force extraordinaire que tu as en toi? Alors, conscience, non, parce que souvent, ce sont les autres qui posent ce regard-là et qui me le disent. Moi, je ne fais que poser des actes qui me permettent de survivre, en fait. Donc oui, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas ou qui découvrent l'histoire se disent « mais comment elle fait, elle est forte, etc. » Mais en fait, c'est un processus qui permet de survivre à ça. Et j'ai pas eu l'impression que quand il s'est déclenché, ce mécanisme de résilience, c'était pas quelque chose de voulu. Je pense que en moi, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette en place ce mécanisme-là pour survivre. Et c'est vrai que je parle beaucoup de ça pour ne pas me laisser submerger. Mais à terme, oui, je veux bien le croire. Mais je me réveille pas tous les matins en me disant je suis forte, je suis résiliente. Pour moi, la vie, elle continue. Et voilà. Oui. Nathalie, 5 ans après la perte de tes filles en 2013, on t'annonce que tu as un cancer du sein. Oui. Le lien est vite fait puisque tu me disais que le sein, c'est la maternité. Pour moi, je dis souvent que c'est un chagrin qui n'est pas sorti, que j'ai voulu vraiment apaiser. Et ce chagrin, cette douleur, pour moi, s'est transformé effectivement en cancer du sein. Et le sein, c'est la maternité, c'est la mère, c'est celle qui allaite aussi, qui nourrit. Et pour moi, effectivement, je fais ce lien-là. 5 ans après, j'ai un cancer du sein qui est diagnostiqué en 2013. Tu fais le lien tout de suite à l'annonce? Je te dis tout de suite que c'est lié à ça, que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sorti, que tu n'as pas su extérioriser. Si je fais le lien, je me dis que c'est lié à ça. D'autant plus que quand je perds mes filles, beaucoup de personnes qui m'observaient trouvaient que je n'avais pas vraiment extériorisé. Voilà. Et ça, on me le disait souvent. On avait l'impression que j'avais traversé ça comme quelque chose qui n'avait pas été grave, mais en fait, je le vivais au fond de moi, je le vivais dans mon corps, je le vivais dans mon cœur. Et donc oui, j'ai fait le lien. Je me suis dit, enfin, ça sort. C'est ça. Parce qu'effectivement, tu parlais de ton entourage, on pourrait penser que tu aurais fait un déni. Bien sûr, quand on fait des dénis, c'est souvent pour se protéger avant tout. Est-ce que toi, tu as un recul pendant ces 5 ans, avant de savoir que tu as ce cancer du sein, est-ce que tu es consciente que tu n'extériorises pas, que tu ne vis pas suffisamment ce chagrin? Ou est-ce que tu es tellement justement dans le contrôle, dans la maîtrise, dans l'action, dans la vie, que du coup, c'est à ce moment, 5 ans après, quand ça arrive, que tu te dis effectivement, ce n'était pas sorti? Ou est-ce que tu en avais conscience? Non, j'en avais conscience parce que les personnes que je rencontrais, que je côtoyais, me le renvoyaient, me le disaient, me le faisaient remarquer. Mais me le faire remarquer,
ça m'a parfois blessée parce que j'avais l'impression que de ne pas sortir le chagrin faisait croire que je n'avais pas de peine, en fait. Alors que non, c'était ma manière à moi de me protéger. Et je sentais que ça aurait pu vraiment déborder et exploser, en fait. Et il fallait que je contienne ce chagrin-là. Mais ça ne voulait pas dire que je n'avais pas de chagrin. Donc oui, j'en étais consciente. Et quand ça sort, je me dis, enfin, tu as trouvé une manière d'extérioriser cette douleur et d'extérioriser ce chagrin. Donc, il fallait que ça fasse son œuvre. Donc, voilà. Ouais. Alors, il paraît qu'à ta première chimio, tu faisais déjà des photos pour alimenter ton futur blog Matete, pour montrer le parcours de soins en Martinique. Là encore, tout de suite, maîtrise, contrôle de la situation, action. Ça t'est venu comment? Oui, alors en fait, effectivement, le cancer, il est diagnostiqué. Et bon, après la phase, on va pas se mentir, où on annonce qu'on a un cancer du sein, il y a les larmes, et après, tout de suite, je me reprends, en fait. C'est-à-dire que je suis effectivement déstabilisée un laps de temps, et après, je veux tout de suite être dans le contrôle et reprendre pied. Donc, je me refais, je rentre dans le parcours de soins, et je me dis, mais est-ce qu'il y a un site internet ou un blog, quelque chose qui puisse me montrer comment ont vécu d'autres femmes martiniquaises ou même antillo-guyanaises, donc guadeloupéennes ou guyanaises, comment elles ont vécu le parcours de soins du cancer. Et il se trouve que je ne trouve pas de femmes qui me ressemblent pour pouvoir voir comment ça se passe. Et je me dis, mais tiens, parce que j'ai pas envie de m'ennuyer pendant ma période de chimiothérapie et de radiothérapie, puisque j'ai travaillé quand même, mais bon, je m'arrêtais la semaine de la chimio, et les 2 semaines d'après, j'allais travailler, et je me suis dit, mais comme ça n'existe pas, crée un blog, tu vas l'appeler Matete, et documente, renseigne tout ce que tu vas vivre. Et effectivement, à ma première chimio, je fais ma première photo et je décide de documenter tout ce que j'ai vécu. Mon parcours de soins, chimiothérapie et radiothérapie a duré 6 mois. Et donc, du coup, c'était les photos de chimio, les photos de radiothérapie, photos aussi au réveil, à l'hôpital pour les mastectomies, puisque j'ai eu une double mastectomie, et j'ai eu une ovariectomie aussi, puisque j'ai retiré les ovaires. C'est parce qu'il y avait beaucoup de risques? Oui, parce qu'en fait, c'est un cancer génétique, cancer du sein génétique. Donc, un BRCA1, c'est une mutation du gène BRCA1. Et donc, effectivement, avec cette mutation, il y a un risque de récidive dans l'autre sein et un risque de récidive dans les ovaires. Donc, pour me donner le maximum de chance, toujours dans le contrôle, j'ai choisi d'effectivement tout retirer, mais j'ai reconstruit les seins aussi. Alors justement, quand tu es rentrée dans le parcours de soins et tu dis que tu n'avais pas identifié de support qui aurait pu t'accompagner, comment ça s'est passé? Est-ce que malgré tout, tu as pu trouver des équipes, des professionnels? Est-ce que c'était fluide ou est-ce que c'était le parcours du combattant à l'époque? Non, c'était pas le parcours du combattant. Il y avait déjà la Ligue contre le cancer, pas d'autres associations sur la thématique du cancer du sein, mais il y avait déjà la Ligue contre le cancer. Donc oui, il y avait des informations, mais ce que je n'avais pas vu, c'était vraiment un blog, quelque chose qui informait autrement. Voilà. Et l'idée, c'était vraiment d'approcher cette thématique sous un autre angle. Donc oui, la Ligue contre le cancer, ça a été possible. Moi, j'ai choisi de faire mon parcours de soins en Martinique parce que j'étais en totale confiance. Donc j'ai eu toute la partie chimiothérapie, radiothérapie à l'hôpital Clarac et mastectomie, reconstruction à la MFME. Donc moi, dans mon parcours de soins, quand je témoigne d'un parcours de soins qui s'est bien passé. Maintenant, je reconnais, et c'est pour ça que j'ai créé une association, qu'il manque un certain nombre de choses pour pouvoir faire vraiment que les femmes soient accompagnées avec des offres, j'ai envie de dire, d'accompagnement qui soient beaucoup plus ciblées et qui soient différentes de ce qu'on connaît. Voilà. Parce que on évolue, on a des jeunes, on a des femmes d'un certain âge, on peut changer la manière de faire de la prévention pour attirer et puis pour que les messages soient aussi percutants, d'où l'idée d'avoir une maternité mobile, chose qui n'existait pas par exemple. C'est ça. Alors, tu as commencé à décrire un petit peu ce que tu fais, mais je voulais que tu expliques, notamment pour les femmes que ça pourrait intéresser, qui nous regardent, comment l'association Matete aujourd'hui accompagne au quotidien les femmes touchées par le cancer.
Alors, la première des choses que je dirais, c'est que l'association Matété a choisi de ne pas avoir de local parce qu'on a voulu être une association itinérante. Donc, on a acheté un véhicule, la Matété Mobile, pour pouvoir aller dans toutes les communes et s'appuyer sur les CCAS des communes pour pouvoir rencontrer nos bénéficiaires, les personnes que nous souhaitons toucher, mais aussi accompagner les familles. Donc ça, c'est une première chose. On fait beaucoup d'écoute, beaucoup d'accompagnement pour tout ce qui va être administratif, parce qu'il y a des besoins, par exemple au niveau de la MMPH, il y a des besoins aussi pour tout ce qui va concerner la sphère professionnelle. Beaucoup de questionnements aussi sur comment annoncer à mes enfants que j'ai un cancer du sein. Donc voilà, on fait beaucoup d'accompagnement. Et puis, tout ce qui va être aussi travail sur l'estime de soi. Donc, on a les Matété Box qu'on offre. Mais on a aussi des partenariats avec des instituts qui nous permettent d'offrir des tarifs préférentiels pour que les femmes puissent aussi continuer à prendre soin d'elles. Parce que c'est une maladie qui, des fois, réduit l'estime de soi un peu à néant. Oui. Et les femmes ont besoin vraiment d'être encouragées et qu'on leur dise mais effectivement tu as perdu tes cheveux, effectivement tu as perdu un sein, mais tu restes toujours une femme, tu restes toujours belle et tu as toujours cette possibilité de faire ce que tu veux de ta vie, mais il faut juste en prendre conscience. Et donc voilà, c'est des messages qu'on essaye de faire passer. Et puis, on a eu aussi un programme qui s'appelle Anti-Doucet pour les femmes qui ont un parcours de soins qui se complexifie, à savoir de la récidive, cancer du sein métastatique. Ça veut dire que là, on n'est plus dans la région du sein, on est sur des métastases au niveau des poumons, au niveau du cerveau, au niveau des os. Et donc, on a imaginé un programme avec une socio-esthéticienne qui permet d'offrir Anti-Doucet à ces femmes qui, à ce moment-là, sont parfois au plus bas et qui ont besoin voilà, qu'on leur donne un petit boost. Donc voilà, on fait aussi bien d'autres choses. On a des partenariats comme par exemple avec AC233 parce que l'aviron, c'est bon pour les bras. Quand voilà, pour faire travailler les bras, quand on a le cancer du sein. Donc on a des partenariats avec des associations sportives pour essayer de remettre les femmes aussi au sport, puisqu'on sait que pratiquer un sport quand on a eu un cancer du sein, c'est à peu près 30 à 40% de risque de récidive en moins. Donc voilà, c'est toute une palette de propositions qu'on fait et d'accompagnement. Et puis, ma foi, ça marche déjà depuis 3 ans. Toutes les bonnes volontés et toutes les aides sont les bienvenues. Toutes les personnes qui veulent être aidées sont les bienvenues, qu'elles restent à Matété ou qu'elles soient, comme je le dis, en transition pour continuer leur route. Alors, tu es présidente de l'association Matété. Oui. Tu donnes des cours de communication à l'université. Oui. Tu es responsable de la communication de la SARA. Oui. Tu es une hyperactive, tu ne laisses pas une seconde de temps libre dans ton emploi du temps. Nathalie, est-ce que tu penses à lever le pied, à juste regarder le temps passer et à juste ne rien faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages parfois? Alors, on revient au sujet du départ et je pense que ça a été ancré en moi à partir du moment où je perds les filles, il faut que je comble le temps. Mais c'est vraiment ça. Et j'ai du mal à ne rien faire. Des fois, alors, à un moment, avec mon compagnon, il fallait que je sache déjà ce qu'on allait faire le week-end. Ah oui. Donc, c'est pour te dire à quel point je suis effectivement dans « il faut faire ». J'apprends à lever le pied. J'apprends aussi avec la crise sanitaire et la pandémie qui m'oblige à rester à la maison. Donc, en ce sens-là, je dis que c'est salutaire pour moi. Tant que tout ce que je fais m'apporte une satisfaction personnelle, de la joie, comment te dire, vraiment un sentiment de faire quelque chose d'utile. Oui, voilà. D'être utile aux autres. D'être utile. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde et donc voilà. Oui, parce que je me suis dit, être Nathalie Chilan, ça doit être un peu fatigant aussi. Non, c'est peut-être fatigant pour les autres. Voilà. Je pense que c'est fatigant pour les autres. Tu ne ressens pas, en fait, tu te sens toujours au taquet, prête tout à fait, pour ton million de projets. Tout à fait. Voilà, maintenant que tu as cette belle énergie,
C'est magnifique. Autant la mettre au service de causes et de personnes, oui, tout à fait. Absolument. Et puis souvent, ces causes-là te dépassent. Et te portent aussi, portent. C'est surtout ça, c'est que ça porte. Ça porte. On est en plein Octobre Rose. Quel est je suppose bien qu'il y a pas mal d'actions qui sont prévues avec Matete. Est-ce que tu peux nous parler des actions phares de ce mois? Alors c'est vrai que cette année, on fera un peu moins de choses, crise sanitaire oblige, mais on ne va pas déroger à la Matete Box, qui est cette box qu'on offre aux femmes qui sont touchées au niveau de l'hôpital Clarac, de la clinique Saint-Paul, de la MFME et de l'hôpital du Carmel. Donc on va leur offrir les box. Et puis nous avons aussi la Matete Mobile qui va commencer à sillonner la Martinique pour pouvoir faire de la prévention, de la sensibilisation. Et puis, quelques petites interventions par-ci, par-là, parce qu'il y a toujours des entreprises ou des écoles qui nous demandent, dans ce mois d'Octobre Rose, de venir présenter ce que nous faisons. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on se déplace. Mais c'est vrai que les 2 temps vraiment forts cette année seront la Matete Box et la Matete Mobile. Très bien, c'est noté. On n'oublie pas, on suit tout ça sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram et aussi sur Facebook. Sur Facebook notamment, très bien. Merci pour tout ce que tu fais. C'est vrai que ça passe vraiment trop vite. On arrive déjà à la fin de cette émission. Avant de se quitter, je voulais partager avec toi, alors je vais prendre mes notes. Je voulais partager avec toi une définition. C'est celle d'une personne résiliente. Alors, il est noté qu'il s'agit d'une qualité ou d'un trait de caractère qui permet à une personne de savoir résister aux chocs désagréables ou traumatiques en vue de retrouver son équilibre et poursuivre son chemin. Je trouve que tu l'incarnes parfaitement. Merci beaucoup pour ces précieux partages. J'espère qu'ils pourront aider, qu'ils pourront inspirer. Prends bien soin de toi et j'espère qu'on se reverra très bientôt, mais on suivra toutes tes actualités. Merci Caroline, merci pour ce moment. Et puis effectivement, l'idée, c'est de pouvoir aider ceux qui ont des coups durs dans la vie. Voilà, c'est ça, ce témoignage. Merci encore pour ce bon moment.